Dans le dernier point de l'information, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de votre édition. Le nouveau médiateur Adama Toungara de la République a prêté serment jeudi devant le Conseil constitutionnel, cérémonie en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. On en parle dans une poignée de secondes. Les examens à grand tirage démarrent le 5 juin prochain avec les épreuves écrites du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires. Plus de 2 millions de candidats sont en lice pour ces examens de fin d'année. Financement des partis politiques, on en parle également ce soir. Pourquoi le législateur accorde-t-il ces fonds aux différents partis? Quelles dispositions légales entourent cette mesure? Éclairage avec Alexis Wilraoui. Mais avant, je vous le disais en titre, le nouveau médiateur de la République, Adama Toungara, a pris fonction. Il a officiellement prêté serment ce jeudi 24 mai devant la Cour, le Conseil constitutionnel, cérémonie en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. On fait le point tout de suite avec Jérôme Kofi Abola. Il s'engage à bien et fidèlement remplir sa fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution. C'est en ces termes que Adama Toungara, devant le Conseil constitutionnel, a prêté serment ce jeudi en sa qualité de médiateur de la République, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans sa nouvelle fonction, Adama Toungara doit surtout œuvrer à la préservation de la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire. Votre pondération et votre capacité d'écoute seront vos meilleurs alliés dans cette fonction de médiateur qui fait de vous un artisan de paix. Car, ne l'oublions jamais, votre mission est d'assurer, aux côtés de la justice et de l'administration, la concorde et la cohésion au sein des populations. C'est à vous que revient la délicate mission de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux autres institutions et structures de l'État, les différends de toute nature, opposant aussi bien l'administration publique aux administrés, les communautés entre elles ou à des tiers et les personnes physiques ou morales aux communautés. Au terme de la cérémonie qui s'est déroulée à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le médiateur de la République a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance sans cesse renouvelée à son égard. Je viens de prêter serment. C'est pour moi donc l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la grande confiance, la fraternité, l'amitié qu'il me fait en me nommant à la tête de cette prestigieuse institution de notre pays. La médiation est une nécessité. C'est une nécessité pour apaiser le cœur, pour réduire le conflit et créer la stabilité, la paix, absolument essentielle à la croissance économique. C'est ce que le président Ouattara nous apprend. Comme médiateur de la République, Adama Toungara succède à Ngolo Coulibaly, qui préside aujourd'hui aux destinées de la haute autorité de la bonne gouvernance. Voilà, Ngolo Coulibaly, ancien médiateur de la République de Côte d'Ivoire, a donc passé la main à Adama Toungara, qui prend la pleine mesure donc des nouvelles responsabilités qui sont ses responsabilités désormais. La passation de charges a eu lieu ce jeudi en présence du secrétaire général de la République, Patrick Hachi. C'était au siège de la médiature de la République. Occasion pour Ngolo Coulibaly de réitérer ses remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en sa personne, avant donc de souhaiter bon vent à son successeur.
Et on poursuit en images avec la signature du mémorandum d'entente entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président de la commission de la CEDEAO. Signature qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. La structure, notez-le, vient appuyer le dispositif de veille et de partage d'informations. Prévenir ou atténuer les menaces sécuritaires. C'est en fait de cela qu'il s'agit. Le Centre national de coordination d'alerte précoce devrait faciliter le partage d'informations entre États membres de la CEDEAO. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il représentait à cette cérémonie le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les menaces à la sécurité humaine sont de plusieurs ordres: crimes et criminalité, terrorisme, pandémie, épidémie, changement climatique, sécurité alimentaire, sécheresse, conflits fonciers. Pour prévenir ces menaces et y répondre efficacement, la mise sur pied de centres nationaux de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Stratégie mise en place par la CEDEAO. Pour sa phase pilote, 5 États membres, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire sont sélectionnés et Abidjan ouvre officiellement son centre en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Au niveau régional, les échanges permanents d'informations entre les centres nationaux des différents pays et le centre de la CEDEAO permettront d'anticiper le déclenchement des crises en y apportant les corrections. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, partenaire technique et financier du programme, salue cette mise en commun des efforts engagés par les différents gouvernements de la CEDEAO dans la protection de leur population. Un appui considérable et la partie ivoirienne, elle, assumera pleinement ses responsabilités. À travers la sécurité humaine, nouveau concept de la sécurité dite traditionnelle, le gouvernement ivoirien entend assurer le bien-être du citoyen en garantissant son épanouissement, ses droits fondamentaux, l'équilibre de son environnement, sa santé. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a compris le bien fondé de ce mécanisme et a décidé de créer, par décret numéro 2016-122 du 2 mars 2016, le centre de la Côte d'Ivoire, placé sous la tutelle du Premier ministre qui en assure la présidence du Conseil statutaire. J'invite le directeur du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce et son équipe à hisser les activités du centre au-delà du niveau attendu, afin de répondre aux nombreuses préoccupations des populations, notamment en matière de paix et de sécurité. Des consignes bien reçues par le premier responsable du centre ivoirien. C'est une mission qui est difficile mais pas impossible parce que j'ai avec moi des experts dans les différents domaines. On a une priorité, mettre les populations à l'abri du danger, de la peur et des besoins. Inauguration du centre, dévoilement de la plaquette, visioconférence, remise de matériel roulant et d'équipement. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce ivoirien est désormais totalement opérationnel. Et le reportage est signé Herman Guivet. Avec Abou Sanogo, on parle sécurité toujours, prévention de l'extrémisme violent. Une rencontre sous-régionale se tient en ce moment autour de la question, ici même à Abidjan. Les travaux vont réunir pendant 2 jours des experts venus de 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Une rencontre d'échange d'expériences et d'analyse sur la situation sécuritaire dans l'espace Entente. Les experts des pays du Conseil de l'Entente mutualisent leurs connaissances en vue de parvenir à une meilleure compréhension de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. Il s'agit donc pour eux de partager les expériences et les analyses dans le domaine de l'extrémisme violent en permettant à d'autres États de prendre conscience de la nécessité d'investir dans la prévention de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent est un fléau aujourd'hui qui est une réalité pour nos États. Et nous le vivons, d'autant plus que plusieurs actes violents ont fait déjà beaucoup de victimes dans ces États.
les foyers d'extrémisme, les foyers de radicalisation ne naissent pas ailleurs, ils naissent au sein des sociétés. C'est donc le bienvenu que les experts des différents États puissent se retrouver, réfléchir et faire l'état des lieux. Cette rencontre sous-régionale d'échange et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente vient établir un dialogue entre les chercheurs, les experts et les acteurs de l'espace Entente. Il est admis aujourd'hui que la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ne peut pas être seulement sécuritaire. Il faut aussi prendre d'autres dimensions politiques, économiques, sociologiques. C'est proposer effectivement des réponses mutualisantes et c'est au bout du compte essayer de gagner la guerre contre une lutte extrêmement difficile à gagner. La mutualisation des efforts, elle est non seulement internationale, mais elle est aussi interprofessionnelle, elle est entre le gouvernement et la société civile, elle est une approche globale. Essayer de comprendre ce qui se passe avec ces mouvements extrêmes. À l'issue des travaux qui vont s'étendre sur 2 jours, les recommandations visant à renforcer l'approche de prévention de l'extrémisme violent dans la zone seront formulées à l'intention du Conseil de l'Entente et des États membres. Cette réunion est organisée par le Conseil de l'Entente en partenariat avec le bureau de Dakar de l'Institut de sécurité et le département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Les examens à grand tirage session 2018 démarrent le 5 juin prochain avec les épreuves écrites du CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires. Plus de 2 millions de candidats sont en lice pour ces examens de fin d'année. Cérémonie de lancement ce jeudi à l'épée en présence de Kondia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et on en parle avec Sephora Zegui et Patricia Oumouetia. Les examens à grand tirage débuteront cette année le mardi 5 juin avec l'épreuve du CEPE. Au niveau du brevet d'études du premier cycle BEPC, les épreuves orales auront lieu du 6 au 9 juin prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, subiront quelques réaménagements. Si la nuit du destin a lieu du dimanche 10 au lundi 11 juin, lundi et vendredi sont jours fériés, alors les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 14 juin. Si la nuit du destin a lieu du 10 au 11 juin, lundi et jeudi étant fériés, les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 15 juin prochains. Les épreuves orales du baccalauréat se tiendront du 2 au 6 juillet 2018 pour finir avec les épreuves écrites du 19 au 29 juillet. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours, en plus de ces changements, annonce de nouvelles dispositions. Les relevés de notes au BEPC seront à leur tour imprimés, comme cela se fait déjà au CEP. Les vacations jusque-là remplies manuellement par les secrétariats seront désormais pré-remplies et éditées en ligne pour les épreuves orales. Selon Kondia Camara, l'année scolaire s'achève sans dommages majeurs, malgré les arrêts de cours observés sur l'ensemble du territoire national en décembre dernier. Au titre des mesures de lutte contre la fraude, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé un arrêté le 6 avril dernier. Pour elle, finir la phase de sensibilisation, place maintenant aux sanctions. Des mesures vigoureuses s'imposent désormais pour juguler ce fléau pernicieux qu'est la fraude. La fraude au téléphone portable ou autres supports connectés, nous n'en voulons pas. Les examens et concours de Côte d'Ivoire doivent être protégés de cette hydre qui a commencé à envahir nos centres. Désormais, c'est la tolérance zéro. 1 214 831 candidats vont à l'assaut des examens scolaires session 2018. 534 744 pour le CEPE, 400 326 pour le BPC, 23 285 pour le test d'orientation et 256 476 candidats pour le baccalauréat. Les 53e assemblées annuelles de la BAD se tiennent autour du renforcement de la coopération économique entre l'Afrique et la Corée du Sud. En marge donc de ces assises, s'est tenu mardi le 6e forum de coopération économique Afrique-Corée du Sud. Notez que l'objectif est de développer les projets conjoints et d'accroître la coopération entre entreprises du secteur privé. On fait le point avec Cheikh Koné, envoyé spécial.
Comment le continent africain pourra-t-il se tenir prêt à faire face à la 4e révolution industrielle, alors même qu'il n'a pas entamé la majorité des chantiers des révolutions industrielles précédentes? Ils étaient plus de 4000 participants des pays membres de la Banque africaine de développement, BAD, à se pencher sur cette problématique. Des décideurs publics et des entrepreneurs venus des 4 coins du monde. Jusqu'ici, l'Afrique a fonctionné en marchant en quelque sorte sur la tête. La logique de fonctionnement des pays qui fonctionnent, c'est une logique endogène et c'est bâti sur une industrialisation. Et donc une économie normale, quand on voit les pays développés, ça s'est toujours structuré autour d'une colonne vertébrale et l'industrialisation est au cœur de sa stratégie. Si la première révolution industrielle s'est appuyée sur l'eau et la vapeur pour mécaniser la production, la 4e révolution se caractérise plutôt par une fusion des technologies dont la plus visible reste la révolution numérique. Une chance au service des économies africaines pour accélérer leur développement. Nous avons assisté à des exposés intéressants qui indiquent comment l'Afrique peut se servir de l'intelligence artificielle pour progresser plus rapidement dans son industrialisation. Ils ont présenté des exemples de projets dans différents domaines, énergie, parcs industriels, agriculture, mais également de petits projets créateurs d'emplois qui vont permettre à l'Afrique d'aller plus vite. C'est autant d'enseignements dont nous allons nous saisir et que nous allons partager. Lancée en 2006 en tant que plateforme pour mener des initiatives coréennes pour le développement en Afrique, la COAFEC s'intéresse à des projets d'investissement dans les domaines tels que les infrastructures, les technologies, l'agriculture et l'énergie. Retour en Côte d'Ivoire, direction l'Assemblée nationale pour une séance d'information. Le changement climatique et ses conséquences sur la santé, thème de la séance animée par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, Dr Aka Florent Pierre, qui a expliqué que certaines maladies, dont les accidents vasculaires cérébraux, font partie des conséquences du réchauffement climatique. On en arrive à présent au dossier politique de ce jeudi, financement des partis politiques. Pourquoi le législateur accorde-t-il ces fonds aux différents partis? Quelles dispositions légales entourent cette mesure? Éclairage avec Alexis Oudraogo. Meeting, campagne, mobilisation de masse. Faire fonctionner un parti politique coûte cher. Les financements par les cotisations, ces financements-là sont limités. Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir des fonds qui n'ont pas de base souvent saine. Ça existe. Le législateur a estimé qu'il fallait accorder une subvention donc, à ces acteurs, à ces partis politiques-là, pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle pour l'équilibre social et national. Comment ces partis parviennent-ils à faire face à leurs obligations? D'où proviennent leurs financements? Nous avons promené nos caméras pour avoir des réponses. Le docteur César Flan-Moké est politologue. Il est le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, CIRPA. Ce matin, nous nous rencontrons à ses bureaux à Angré. Les partis politiques ont besoin d'argent pour financer leur campagne électorale, mais pour couvrir également les charges quotidiennes. Le financement interne s'apparente par exemple à la cotisation des membres, également au fait que les partis politiques peuvent prélever sur les revenus de leurs élus ou de leurs fonctionnaires qui occupent des positions dans l'administration un certain taux de sorte à financer le parti politique. À côté de cela, il y a le financement externe qui renvoie aux dons. Donc les partis politiques peuvent bénéficier de dons. Et à côté de ces dons, il y a également le financement des partis politiques par l'État, ce qu'on appelle le financement sur fonds publics. Pour encadrer le financement des partis politiques, la Côte d'Ivoire a opté pour un financement public. L'article 3 de la loi 2004-494 stipule qu'un millième du budget de l'État y est affecté. Livrons-nous à un petit exercice de mathématiques. Le budget de l'année 2017 est de 6 500,4 milliards de francs CFA.
Le millième de ce montant qui doit être partagé selon la loi est de 6,5 milliards de francs CFA. Pour mieux cerner ces textes, nous avons rencontré à l'Assemblée nationale le député Innocent Youté de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Les partis politiques, je sais, il doit y en avoir plus d'une centaine en Côte d'Ivoire. Bon, il y en a qui participent vraiment au jeu démocratique, qui participent à la vie de la nation, mais il y en a également qui existent que de noms. Il ne faudrait pas non plus que sur la base donc, de cette subvention, que cela devienne une rente aussi pour un certain nombre de personnes. Pour bénéficier de cette subvention, il existe 2 critères cumulatifs. Les résultats aux élections législatives pour ceux qui ont présenté des candidats ayant obtenu au moins 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions et le nombre de parlementaires siégeants. Même le parti au pouvoir, c'est bien aussi qu'il soit financé. Ce n'est pas seulement une question de... Les gens ont l'impression que c'est un arrangement entre, disons, l'exécutif, disons, c'est un jeu pour distraire les finances publiques. Ce n'est pas vrai. Ça participe réellement de la promotion de la démocratie. Un parti politique bien financé, c'est-à-dire qui a son autonomie par le biais de ce financement, peut même arriver à constituer, n'est-ce pas, j'allais dire une barrière contre des dérives. Exclus de ce partage, les partis sans élus ou peu connus comme le RDP, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. Depuis la naissance de la formation, Blé Madeleine s'appuie sur ses ressources propres pour alimenter le parti. Un parti politique, ou du moins, ne peut jamais avancer tant qu'on n'a pas les moyens. Il faudrait que ce texte, pour moi, soit nuancé. Et je crois que ce sera normal et éviter qu'il y ait 2 types de classes. Une classe des pauvres et une classe des riches. Le RDR, lui, outre le financement public, affirme miser sur le financement interne, notamment les cotisations des cadres du parti. Au RDR, nous sommes très organisés. Les cadres cotisent. La preuve en est, je viens d'acheter ma carte de militante RDR à 50 000 francs. Et à tous les niveaux, il y a des cotisations. Dans l'opposition au Front populaire ivoirien, si les cotisations des membres contribuent à faire fonctionner le parti, ses fonds internes restent faibles face aux charges. D'autant plus que le parti qui n'a pas pris part aux dernières échéances électorales est exclu du partage. Il y a un hiatus entre les résultats électoraux et, je dirais, la présence réelle du parti sur le terrain. Malheureusement, ce sont les résultats électoraux qui servent de critères d'appréciation. À telle enseigne qu'un parti comme le Front populaire ivoirien, qui existe réellement sur le terrain, qui participe à la vie politique nationale, qui est, je dirais même aujourd'hui, le symbole et l'étendard de l'opposition, n'a pas de financement. Il invite à la prise de mesures exceptionnelles. Je lance véritablement un appel au gouvernement pour qu'on remette en place des financements exceptionnels dont ont bénéficié les partis politiques de l'opposition en 2005 et 2006. Toutefois, des critiques s'élèvent contre ces financements octroyés aux partis par la loi. Pour certains, cet argent pourrait servir à financer l'emploi, le développement économique ou encore la protection sociale. Je ne vois pas trop l'importance parce que c'est comme une entreprise. Quand quelqu'un se décide de créer une entreprise, je pense qu'elle a les moyens de sa politique. Ça peut être une très bonne chose, mais tout dépend de l'honnêteté, de la clarté. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la suite, il y ait des petits détournements de fonds où des gens profitent pour s'offrir, je sais pas, des vies formidables. Selon l'ONG Transparency International, en matière de financement des partis, il reste préférable que les États encadrent les financements publics et privés en plafonnant les dépenses, en limitant les contributions et en œuvrant à plus de transparence. Voilà, un dossier signé Alexis Ouedraogo. Les importateurs de produits alimentaires congelés de Côte d'Ivoire se mettent à la vente directe. Ils veulent permettre aux consommateurs d'avoir accès à leurs produits, cela au prix les plus abordables. C'est en tout cas ce qui ressort de l'atelier qu'ils ont initié hier mercredi. C'était à la Chambre de commerce. On y va tout de suite avec Jean-Louis Bangou. Port des pêches à Trècheville. Une quinzaine de sociétés agréées exercent ici en qualité d'importateurs de poissons congelés. La société d'Ibrahim Omaïs est l'une des plus importantes de la zone. Il reçoit chaque jour des centaines de clients. 19 000, maintenant c'est devenu 20 000. Un moment c'était 25 000. Actuellement c'est combien? 2 jours là on a fait 20 000. Adjana Mizata, en violet, est grossiste.
L'un des plus gros clients d'Ibrahim, mais également son relais auprès des revendeuses. La principale pomme de discorde ici, le prix du poisson. Et Ibrahim est bien souvent obligé de jouer les professeurs d'économie. Le prix peut changer aussi parce que le prix se négocie en dollars. Quand le dollar là, ça monte, lui il change son prix. Quand le dollar descend, vous sentez ici que c'est moins cher. Bien qu'importateur et principal fournisseur des grossistes, Ibrahim vend directement aux détaillants. Le prix du grossiste et du détaillant n'est pas le même, ce qui permet toujours aux grossistes de s'en sortir et aux détaillants aussi de s'en sortir. Nous n'avons pas bloqué les petits et nous n'avons pas non plus permis aux grands de continuer leur activité. Ça fonctionne pour les deux. La vente directe au consommateur final, une pratique qui a cours également chez les importateurs de viande congelée comme Fawaz Maher. Objectif, permettre au consommateur final d'avoir son produit au meilleur prix. Un carton de rognon de bœuf d'origine brésilienne, il vous revient à peu près en levant en général au grossiste à 9 500 pour un poids de 13,6 kg. Maintenant, le grossiste, quand il va le détailler chez lui, il va le revendre au minimum à peu près à 12 ou 13 000 francs. La vente directe au consommateur final par les importateurs, la question était au centre d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la commercialisation du poisson et de la viande congelée importée, organisé à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Chaque métier est soumis à agrément. Vous voulez être importateur, vous prenez un agrément d'importateur. Vous voulez être grossiste, vous prenez un agrément de grossiste. Vous voulez être détaillant, vous prenez un agrément de détaillant. Ce qui est important pour nous, c'est que l'ensemble des règles de concurrence soient respectées. Ce qui est important, c'est que effectivement le consommateur puisse bénéficier du meilleur prix possible. Initiateur de cet atelier, le groupement des importateurs de produits alimentaires congelés de Côte d'Ivoire, JPAXI, souhaite ainsi informer les différents acteurs sur le système de commercialisation, mais également promouvoir les bonnes pratiques commerciales dans ce secteur. Un secteur comme celui-là, il est un secteur très concurrentiel. Donc, il était bon que l'information soit donnée un peu à tout le monde, pour que tout le monde, une fois en possession de cette information, puisse exercer son activité. L'importation de viande et de poissons congelés représente 25% des importations globales en Côte d'Ivoire, pour 82 milliards de francs CFA de recettes douanières réalisées entre 2012 et 2014. En 2017, il a été enregistré 321 000 tonnes de poissons congelés importés et 111 000 tonnes de viande congelée importée. On poursuit en images, mois de Ramadan, mois de partage. La 7e édition de la caravane du partage sillonne donc depuis quelques jours maintenant les villes de l'intérieur du pays. C'est une initiative soutenue par le couple présidentiel et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et sur ces images, vous voyez l'étape de Korogo. À présent, l'actualité internationale a commencé par le Ghana. Faisant l'objet d'accusations de fraude et de corruption, le président de la Fédération de football ghanéenne, Kwesi Nyantakyi, a été arrêté hier mercredi à son arrivée à l'aéroport d'Accra, au Ghana, alors qu'il revenait d'un séjour professionnel du Maroc. Conduit au département des enquêtes criminelles où une plainte a été déposée contre lui par le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, placé en détention puis interrogé par les enquêteurs. Kwesi Nyantakyi a été libéré sous caution en attendant la suite de cette affaire. Le chef de l'État ghanéen a ordonné son arrestation après avoir visionné quelques extraits d'un documentaire d'investigation dans lequel Kwesi Nyantakyi garantit à des hommes d'affaires un accès au président et à d'autres hauts fonctionnaires en échange d'argent. Le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors d'une session parlementaire sur le budget de la présidence son intention de contribuer au fonds Nelson Mandela à hauteur de la moitié de son salaire. Ce fonds qui sera lancé le 18 juillet prochain à l'occasion de la commémoration des 100e anniversaire de naissance de Nadiba, dénommé Nelson Mandela, Tuma Minafund. Ce fonds vise à financer les œuvres de l'icône anti-apartheid, notamment le développement des valeurs sociales, morales et humaines. En 2018, le salaire annuel de Cyril Ramaphosa a été estimé à environ 162 millions de francs CFA. Pour l'heure, la durée du don n'a pas été précisée.
Les résultats de l'enquête sur le vol 17 Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu en vol dans la région de Donetsk le 17 juillet 2014, sont connus. Les enquêteurs internationaux ont conclu ce jeudi que le missile Buktelar, qui a abattu le MH17, provenait de la 53e brigade anti-aérienne basée à Kursk, en Russie. L'avion de la compagnie Malaysia Airlines avait été abattu au-dessus de l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine. À l'époque, un conflit était en cours dans cette partie est de l'Ukraine. Aucun survivant n'avait été retrouvé parmi les 283 passagers et les 15 membres de l'équipage. L'armée russe rejette toute responsabilité. Un commentaire de Herman Guivet. Sachez, pour terminer, pour rappel, que le nouveau médiateur de la République, Adama Toungara, a prêté serment ce jeudi devant le Conseil constitutionnel, cérémonie en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis.